Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire consacré à la prévention des infections associées aux soins et à son articulation avec la certification de la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est un webinaire qui s'inscrit dans le cadre du programme de travail du CECA en lien avec l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Donc, bienvenue à toutes les personnes inscrites de Nouvelle-Aquitaine et nous avons vu de Hors-Aquitaine. Donc, merci, un grand merci à Christophe Gauthier du CPS Nouvelle-Aquitaine pour sa disponibilité. Et donc, son expertise va nous permettre un éclairage sur les enjeux actuels du risque infectieux et de nous rappeler les exigences du nouveau référentiel et les leviers d'amélioration dans les établissements. Donc, il s'agit d'un webinaire qui est enregistré. Vous pourrez retrouver par la suite le support et l'enregistrement dans les ressources du CECA. Et vous avez la possibilité de poser des questions et nous essaierons d'y répondre au fil de l'eau ou en fin de session. Donc, je vous souhaite un excellent webinaire. Donc, je te laisse la parole, Christophe. Eh bien, merci Catherine, merci de m'avoir sollicité pour effectivement aborder avec vous la prévention du risque infectieux dans le cadre de la certification, sachant que vous allez avoir la vision d'un praticien en hygiène et d'une structure d'appui régionale, c'est CPS Nouvelle-Aquitaine, que je ne suis pas expert visiteur et que peut-être que les experts visiteurs auront peut-être aussi une autre vision de cette thématique-là et peut-être pas aussi un niveau d'expertise, en tout cas variable en fonction de certains d'entre eux sur cette thématique. Donc, ce que je voulais vous présenter, si j'arrive à faire passer. Excusez-moi, pas le diapo, dessus peut-être. Le diaporama ne défile pas. Bon. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation, peut-être la diapositive suivante. Je voulais vous reprendre avec vous quand même certains éléments de contexte pour repositionner les enjeux quand même autour de cette thématique. Je pense que vous en avez la vision, mais il faut savoir quand même que depuis une dizaine d'années, globalement, on a un surcroît de risques infectieux, c'est-à-dire que ces taux qui avaient tendance à baisser depuis quelque temps ont tendance à réaugmenter en termes de prévalence dans nos établissements, avec une progression sur les enquêtes de prévalence qui est de l'ordre de 14%. Donc il y a presque 6 patients sur 100 qui, dans nos hôpitaux, vont être confrontés à la survenue d'une complication infectieuse. Ça, c'est une première chose. Et autre chose, on a des indicateurs qui ne sont pas vraiment favorables. Je pense notamment à un indicateur de consommation des produits hydroalcooliques qui a tendance à s'effondrer. Ce n'est pas le propre du secteur sanitaire, c'est aussi le cas en secteur médico-social. Donc, il se passe quelque chose autour des mesures de prévention, et notamment la mesure majeure qui est l'hygiène des mains. On constate par ailleurs aussi des surcroîts d'infection, notamment sur cathéter, avec des bactériémies qui sont parfois à l'origine de décès, donc des événements qui nous sont signalés et qui sont gravissimes. Les infections du site opératoire ont tendance également à la hausse, notamment en chirurgie propre et notamment en chirurgie orthopédique. On constate par ailleurs que les analyses approfondies de ces épisodes sont largement perfectibles, et parfois elles ne sont même pas faites. Donc c'est un aspect aussi qui est à prendre en compte, puisque ce sont des outils de sensibilisation des professionnels ensuite. Et puis, on constate, au-delà de ces infections qui augmentent, ce qui est notre problème majeur en France, c'est le développement de la diffusion des bactéries multirésistantes, et notamment des bactéries hautement résistantes, qui n'ont plus rien d'émergent d'ailleurs, qui sont quasiment endémiques maintenant sur notre territoire, et qui posent problème en termes de gestion et qui accaparent aussi beaucoup les équipes. Ça me permet de faire le lien avec une des difficultés de fonctionnement qui est reconnue actuellement, puisqu'on vient de finir une étude sur les ratios de professionnels hygiénistes dans nos établissements, qu'ils soient privés ou publics, et on est très en dessous des ratios qui avaient été proposés il y a plus de 20 ans maintenant. Donc il y a des ressources en hygiénistes qui sont de plus en plus faibles dans nos structures, dans un contexte qui est difficile pour nos établissements. Il faut venir avec des problèmes de financement qui font que tout ce qui relève de la prévention, globalement, suscite des investissements qui sont mesurés, et en tout cas qui se réduisent. On compte beaucoup sur la certification, en fait. Je dis on, c'est nous, structures d'appui notamment, pour que ça soit un levier pour s'assurer de la mise en œuvre de la politique, de la stratégie nationale de prévention des infections et de maîtrise de l'antibiorésistance, puisque ce sont deux sujets qui vont de pair, avec
vous le savez, diapositive suivante, une stratégie nationale donc, qui existe à l'échelon national. Voilà. 2022-2025, je vous ai remis la diapo parce qu'en fait, cette stratégie nationale, elle est poursuivie jusqu'en 2027. Et donc, c'est elle qui décline un petit peu tous les attendus autour de la thématique PRI et thématique anti-biorésistance. Et puis, on a une déclinaison régionale sous forme d'une feuille de route régionale avec les mêmes objectifs que national, puisque quelques petits objectifs qui sont spécifiquement régionaux, qui sont à prendre en compte également dans nos structures de Nouvelle-Aquitaine. Diapo suivante. Je vous ai repris, alors je ne vais pas refaire le détail, bien sûr, du manuel de certification V 2025, mais vous savez qu'il y a 21 critères impératifs. Et on peut recenser en gros 6 critères qui ont trait de près ou de loin à la prévention du risque infectieux et à la maîtrise de l'antibiorésistance. Pour ce faire et pour répondre à ces critères, qu'ils soient impératifs ou qu'ils soient standards, vous avez des documents qui sont communs aussi bien aux experts visiteurs qu'aux professionnels des établissements, que nous, structures d'appui, ce sont les mêmes documents. Vous avez 2 fiches pédagogiques, une sur l'évaluation de la prévention des infections associées aux soins et une autre sur l'évaluation de la chirurgie et des secteurs interventionnels. Et ce sont les 2 documents qui vont constituer la trame des attendus autour de la thématique prévention du risque infectieux. Donc, on est titulaire des mêmes documents sur ces sujets-là. J'ai sollicité de mon côté la HAS pour savoir s'il y avait des formations spécifiques des experts sur ce sujet. Et en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, c'est sur la base de ces documents que les experts, théoriquement, vont baser leur analyse des critères en lien avec la prévention du risque infectieux. Dans la diapo suivante, je vous ai remis juste en synthèse, dans l'encadré du haut, tous les critères qui sont spécifiques de la prévention du risque infectieux, et puis en dessous, des critères qui sont connexes. Je pense à l'antibioprophylaxie, la maîtrise des prescriptions antibiotiques, la politique vaccinale, la gestion des situations exceptionnelles, sanitaires exceptionnelles, la culture de déclaration des EI, qui font partie de près ou de loin aussi de la prévention du risque infectieux. Ce que je vous propose, c'est qu'on décline chacun de ces critères. Diapositive suivante, et j'ai synthétisé dans l'encadré de couleurs, à chaque fois, vous aurez ces supports qui seront à disposition ensuite. J'ai précisé les attendus pour chacun de ces critères. On va commencer par un premier critère qui est un critère impératif, qui a trait bien sûr aux fondamentaux en hygiène, en l'occurrence aux précautions standards, précautions qui seront évaluées à la fois sur des entretiens professionnels, sur des observations de pratique, sur bien sûr la consultation de documents, dans le cas de traceurs ciblés également. Donc, une vigilance qui devrait être apportée sur notamment les prérequis à l'hygiène des mains, bien sûr, les prérequis, on pense tout de suite au zéro bijou. Après, sur ce thème-là, moi, j'ai pas beaucoup de doutes concernant les semaines d'évaluation, parce que généralement, il y a un effort qui est fait en interne pour que les bijoux disparaissent par magie lors de ces semaines d'évaluation. L'enjeu, c'est de faire comprendre aux professionnels l'intérêt de respecter cette mesure tout au long de l'année pour que l'usage des produits hydroalcooliques ensuite soit facilité, et notamment effectivement le recours privilégié aux produits hydroalcooliques et expliquer aux professionnels, aux patients, l'intérêt d'utiliser ce type de produit, notamment par rapport à la prise en compte au quotidien du risque lié aux bactéries multirésistantes. C'est l'enjeu principal. Et ils vont le rappeler, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on voit que l'indicateur en lien avec cette consommation est en perte de vitesse. Donc, au-delà de l'information auprès des professionnels, il est attendu une information également auprès des patients sur l'utilisation des produits hydroalcooliques. Et je pense que vous le savez aussi, il est demandé aux patients d'essayer d'apprécier si les professionnels sont utilisateurs aussi de ces produits. Ça fait partie d'un des critères qui est dans un des outils d'évaluation que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pulse Friction, un outil attendu d'évaluation des pratiques autour de l'hygiène des mains. C'est un outil d'évaluation externe aussi qui est attendu. Donc, l'information des patients est primordiale. C'est pour ça que je vous l'ai mis un petit peu en exergue dans cet encadré. Au-delà de l'hygiène des mains, il y a un enjeu très fort autour de la gestion des produits biologiques et notamment des excrétas. Vous savez que les excrétas sont les supports d'un grand nombre de micro-organismes et notamment, là encore, des bactéries multirésistantes. Donc, il y a beaucoup d'attentes autour, notamment de la protection des professionnels dans le contexte de gestion de ces excrétas, des équipements de protection individuelle. On pense au tablier, bien évidemment, on pense aux gants, on pense au fait qu'il faille retirer ces équipements de protection individuelle après le soin pour qu'ils ne constituent pas une source de contamination secondaire. Donc, il y a aussi ces notions qui sont à prendre en compte auprès des professionnels. Au-delà de la gestion des excrétas, l'hygiène des mains, vous avez bien sûr
la prise en compte du risque d'accident d'exposition au sang, notamment la conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang, qui est un critère qui est très ancien, qui est connu des professionnels théoriquement. Et l'attente plus générale autour de ces précautions standards, c'est de percevoir quelle est la dynamique institutionnelle autour de la sensibilisation des professionnels, de l'analyse des indicateurs qui sont en lien avec la consommation de produits hydroalcooliques, voir quelles sont les actions qui sont engagées, les outils qui sont utilisés en termes d'évaluation et de formation. Tout à l'heure, je vous montrerai une diapositive avec l'ensemble des outils qui peuvent être utilisés pour apprécier la mise en œuvre des précautions standards. Avant cela, je voulais vous passer une petite diapo sur un critère qui fait partie des précautions standards et qui s'intitule le bio-nettoyage, donc l'entretien des locaux. Je l'ai mis spécifiquement parce qu'il y a un nouveau critère standard qui émerge de cette V 2025, le critère 3401. Donc l'établissement entretient ses locaux et ses équipements. Donc on peut attendre aussi une vigilance particulière aussi des experts sur l'appréciation de la propreté des locaux, de leur vétusté, de l'organisation de l'entretien de ces locaux. On sait qu'il y a beaucoup d'établissements qui font appel à des prestataires privés, parfois avec des budgétisations, là encore, qui sont à minima et donc des résultats qui sont dans les secteurs de soins parfois extrêmement défavorables. Donc on peut imaginer qu'il y ait de l'attente autour de cette gestion de l'environnement et des équipements en général. Et s'insère aussi là-dedans l'aspect purement réglementaire sur la gestion des déchets notamment. J'en profite pour vous dire qu'il y a un nouveau référentiel qui a été publié par le ministère ces derniers mois sur la gestion du tri des déchets. Donc c'est l'occasion de parler à ce webinaire. Donc quelques attentes sur l'évolution du tri des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Et donc dans les outils qui sont utilisables, je vous ai remis le lien vers le site principal. Vous allez retrouver des outils de formation, de sensibilisation, de surveillance, d'évaluation, qui est le site du REPIA, préventioninfection.fr, dans lequel, notamment via la mission nationale Matisse, qui est pilotée en partie par l'équipe Nouvelle-Aquitaine, justement, avec le Dr Anne Venier, on a des boîtes d'action multimodales qui ont trait aussi bien à l'hygiène des mains qu'au péril fécal pour la gestion aux infections respiratoires, où vous avez trouvé une somme d'outils pédagogiques, donc formation, sensibilisation, d'évaluation sur ces sujets-là, et vous avez tout en main théoriquement pour lancer des campagnes de sensibilisation, d'évaluation dans vos structures sur la base de ce cycle-là. Je pense que beaucoup d'hygiénistes les connaissent. On prend peut-être les questions par thème. Et on peut prendre, oui, des questions par thème, pourquoi pas, sur les précautions standards, s'il y en a déjà sur les précautions standards. Pour le zéro bijou, cela intègre les boucles d'oreilles et l'alliance? Alors, les boucles d'oreilles ne sont pas n'est pas un bijou qui va compromettre la qualité de l'hygiène des mains. Donc, en soi, les boucles d'oreilles, c'est pas vraiment une problématique d'hygiène. Le risque, il est possible si on peut arracher le bijou, je pense notamment à des secteurs de psychiatrie ou de gériatrie où la boucle d'oreille pourrait être arrachée, mais ce n'est pas une problématique d'hygiène. Par contre, l'alliance, là, constitue un vrai réservoir de micro-organismes. Il n'y a plus de tolérance sur le port de l'alliance en secteur professionnel, que ce soit le secteur sanitaire ou médico-social. Ça doit faire partie du règlement intérieur des établissements. Souvent, on demande aux services d'hygiène de faire la police autour de la main nue, l'absence d'alliance, etc. Mais ce n'est pas le rôle de l'équipe d'hygiène, c'est le rôle des managers de l'établissement que de faire appliquer le règlement intérieur. Je pense à tout ce qui est encadrement médical, paramédical, en secteur de soins, au bloc opératoire, c'est de leur ressort de faire appliquer au quotidien l'absence de ces bijoux d'oreille. Ce n'est pas très problématique sur le plan risque infectieux. L'alliance, c'est indispensable. La montre, bien évidemment, ongles courts, sans verre à nuit, pas de faux ongles. Ça, c'est ce qui est attendu au quotidien et pas seulement la semaine de la certification. Zéro bijou, même pour les professionnels non soignants? Eh bien, la difficulté, si vous voulez, c'est alors si on a des professionnels qui sont non soignants et qui ne sont pas en tenue professionnelle, pourquoi pas, ça ne pose pas de question. Il y a toujours la problématique pour un individu lambda et un expert extérieur. Quand on voit quelqu'un qui est en blouse et qui déambule dans les locaux de l'établissement, on n'est pas forcément à même de savoir s'il s'agit d'un soignant, d'une secrétaire ou autre. Donc, dans la mesure où on revêt une tenue professionnelle, ça va de pair avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur le règlement intérieur. Et on respecte le règlement intérieur de A à Z qui conçoit. Par contre, si on est en tenue civile, on travaille en tenue civile, il n'y a pas de raison, parce qu'en tenue civile, théoriquement, on ne participe pas au centre. Une question sur l'implication des patients.
L'hygiène des mains. Alors, tous les patients ne sont pas accessibles à l'éducation à l'hygiène des mains, mais il y a beaucoup de secteurs pour lesquels on peut les orienter vers l'usage des produits hydroalcooliques quand ils sont amenés à sortir de leur chambre, par exemple, quand ils sont amenés à participer à des activités collectives. C'est des choses qui sont faites très régulièrement dans les secteurs de rééducation fonctionnelle, notamment. Hein, l'essence même de l'hospitalisation est liée à la pratique de soins collectifs, et pour lesquels on peut aller jusqu'à l'éducation des patients. Alors, là, c'est un exemple en SSR, mais c'est aussi le cas dans d'autres secteurs. Hein. Il y a plein de secteurs où on peut éduquer le patient à l'hygiène des mains, l'intérêt d'utiliser les produits. Au-delà des patients, il y a même les visiteurs qu'il faut éduquer à l'usage de ces produits parce qu'eux aussi sont pourvoyeurs d'infections. En pleine période hivernale, donc gastro-entérite, infection respiratoire, éduquer l'ensemble des partenaires en secteur hospitalier à l'hygiène des mains, ce serait toujours un plus. Voilà, donc ça inclut la psychiatrie. Bien sûr, ça inclut la psychiatrie. C'est pas parce qu'on est en psychiatrie qu'on doit s'affranchir de l'utilisation des produits hydroalcooliques. Bien sûr, il y aura certains profils de patients pour lesquels on ne va pas les exposer à la présence d'un flacon en permanence dans leur chambre, et à ce moment-là, on aura un retrait du flacon. Mais à part les secteurs d'addicto, effectivement, on peut et on doit utiliser ces produits dans ces secteurs. Et pour les professionnels également en psychiatrie. Et bien sûr, hein, il y a déjà eu des réserves ou des fiches anomalies qui ont été rédigées dans des secteurs, même en activité médico-sociale, en secteur de psychiatrie. Les accompagnants ont été soumis aux mêmes règles de zéro bijou. Donc là, on est sur le secteur sanitaire, hein. On n'est pas sur les EHPAD. Mais on pourra avoir le même discours en EHPAD. Hein. Ouais. Parce que les recommandations sur les précautions standards sont aussi valables en EHPAD et sont aussi valables en secteur de soins de ville. Et sur le patient, en effet, l'implication des représentants des usagers. Oui, alors après, il y a comment on le fait, comment on accompagne les équipes. Ça rejoint la notion de moyens qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut pouvoir avoir le temps d'aborder ces sujets-là avec les patients. Quand on sait la charge en soins actuelle de professionnels, c'est vrai que ça peut être compliqué à organiser. Mais en théorie, c'est cela. Donc, oui, vous posez vos questions dans le chat. Hein. Il ne faut pas vous ouvrir le micro si vous êtes trop nombreux. Donc, ces critères suscitent toujours beaucoup de questions. Mais on voudrait aller plus loin que les mains. Voilà. Mais nous aussi. Non, mais on sait que c'est... Voilà, sur la psychiatrie, le sport de blues en psychiatrie est difficile à faire entendre. Comment faire? Il y a des secteurs de psychiatrie où la tenue professionnelle est une tenue civile qui est vêtue chaque jour, qui est changée en tout cas. Je connais des centres, effectivement, où ce n'est pas tant la blouse, c'est prendre en compte que la tenue professionnelle est un vecteur de contamination, que si vous amusiez à faire des prélèvements sur votre tenue professionnelle à l'issue d'une journée de travail, vous seriez effrayé de voir ce que vous y retrouvez. Ce que vous êtes susceptible de ramener chez vous aussi, il faut l'évoquer aussi comme ça avec les professionnels qui sont en tenue civile et qui rentrent chez eux en tenue civile. Ils ramènent chez eux aussi tous les germes de l'hospitalisme. Et puis, au-delà de la protection des patients, parfois c'est même plus marquant d'évoquer ça avec les professionnels que la protection même des patients. Mais voilà, il y a des établissements qu'on fait des petites vidéos de sensibilisation à ce niveau-là. La tenue professionnelle, elle est importante dès lors on a des soins directs avec les patients. Peut-être on finit par répondre par cette dernière question et on passera aux autres critères. Sur le lavage, est-ce que vous avez des documents listant les indications? Le lavage à l'eau et le savon sont autorisés? Bien sûr, alors je parlais de référentiel tout à l'heure. Il faut aller sur le site préventioninfection.fr. Vous avez des recommandations sur l'hygiène des mains qui ne sont pas toutes récentes, qui abordent la notion de lavage simple des mains. L'usage des produits hydroalcooliques n'exclut pas la réalisation, pour certaines indications, effectivement, du lavage à l'eau au savon. Le lavage à l'eau au savon est adapté pour les mains qui sont visiblement souillées ou pour tous les gestes de la vie quotidienne. Donc, bien sûr, il faut faire du lavage simple des mains. L'intérêt du produit hydroalcoolique, lui, c'est qu'il est au plus proche du patient. On a une certitude de réalisation d'une hygiène des mains et de casser la transmission des micro-organismes au plus près du patient. Si on repose tout sur le lavage simple des mains, on a de multiples opportunités de se ressouiller les mains jusqu'à la prise en charge du patient. Donc, il y a une notion d'observance, d'efficacité, bien sûr, parce que le lavage simple à l'eau au savon n'est pas aussi efficace que l'hydroalcoolique. Donc oui, il y a des indications. Le changement de tenue, par exemple, on parlait tout à l'heure, le matin, vestiaire, lavage des mains à l'eau au savon, je commence ma journée avec des mains qui sont propres, je vais au sanitaire, je peux faire un lavage simple avec de l'eau et du savon, mais avant d'approcher le patient, avant tout soin direct auprès du patient, je privilégie les produits là. Ce n'est pas une interdiction du lavage simple, mais c'est privilégier le produit hydroalcoolique dès lors on fait des soins directs auprès des patients.
Donc, on a rempli Sur l'aspect. Alors, on pourrait y avoir d'autres questions. Tous les professionnels, voilà. Oui. On continue? On continue. On a vu les précautions dites standards. On peut aborder les précautions complémentaires. Alors là, typiquement, c'est un critère qui était impératif, qui est redevenu critère standard. Je ne pense pas pour autant qu'il y ait moins de vigilance sur ce sujet-là. Vous savez que dans certains contextes et certains profils de micro-organismes, je pense au Clostridium difficile, je pense aux bactéries multirésistantes, aux bactéries hautement résistantes et émergentes, les infections respiratoires, bien sûr, on va être amené à mettre en place des mesures d'hygiène supplémentaires qui se font sur prescription médicale. Donc, il y a une attention particulière qui doit être portée à cette prescription, qui doit être tracée, donc qui doit être à minima informatisée au niveau des logiciels, et l'information du patient doit être elle aussi tracée, puisqu'il faut pouvoir expliquer au patient pourquoi des mesures supplémentaires sont prises, en tout cas pour les patients qui ont la capacité cognitive pour comprendre l'indication de ces mesures, et cela doit être tracé aussi dans le dossier informatisé. Donc, il y aura toujours un regard, dans le cadre de patients traceurs, de traceurs ciblés, sur la mise en œuvre pertinente de ces précautions dans les bonnes indications, avec l'utilisation des équipements de protection individuelle qui sont nécessaires dans ces contextes-là. On pense bien sûr aux masques, les contextes d'infection respiratoire, mais ça peut être aussi un tablier un peu plus systématique. Au retrait de ces dispositifs quand on sort de ces chambres, et ne pas porter ces dispositifs dans les couloirs et autres secteurs alors qu'ils sont inutiles. Donc il y aura toujours cette vigilance qui existait déjà dans la précédente version de la certification sur ce sujet-là. J'ai mis en exergue malgré tout un élément supplémentaire sur les précautions respiratoires, parce que j'espère que vous êtes au courant, mais il y a des nouvelles recommandations sur les précautions respiratoires depuis la fin d'année 2024. Théoriquement, il faudrait oublier les précautions R-gouttelettes, qui sont des précautions qui parlent peut-être en termes de protocole. Vous savez que depuis la fin 2024, et suite à l'épidémie Covid que nous avons connue, il y a eu une révision des modes de diffusion des micro-organismes, notamment par voie orale, par la toux, etc. Et il y a des attentes qui sont nouvelles autour de la prévention, de la transmission des infections respiratoires. Des attentes qui reposent sur l'appréciation de la qualité de la ventilation des locaux, donc tout un travail d'ingénierie, d'état des lieux qui est à faire en interne dans les établissements. Un travail autour des gestes à risque d'exposition dans les établissements, donc pouvoir lister les gestes qui vont être source d'aéro-biocontamination. Ça peut être des intubations, par exemple, ça peut être des soins dentaires spécifiques. Il y a plein de gestes qui sont listés dans le nouveau référentiel et qui peuvent vous orienter dans ces gestes à risque. Les durées de soins qui excèdent 15 à 30 minutes aussi, qui sont plus à risque d'exposition pour les professionnels. Le fait d'avoir à disposition des masques, qu'ils soient chirurgicaux ou des appareils de protection respiratoire de type FFP2, qui soient adaptés aux professionnels à qui on les propose. Adapté, ça veut dire adapté à la forme du visage, ça veut dire qu'il faut avoir fait des tests préalables, avoir référencé différents types de masques, théoriquement pour qu'ils soient le mieux adaptés possible à protéger nos professionnels lors des soins. Et puis, avoir revu ces protocoles qui vont décliner en fonction du micro-organisme identifié, en fonction de la nature de l'exposition via les soins, en fonction de la qualité de la ventilation des locaux. On va avoir des mesures de précaution respiratoire de différents gradients, de 3 gradients différents qui vont être à mettre en œuvre dans ces conditions-là. Donc, les protocoles R-gouttelettes doivent faire l'objet d'une modification. En tout cas, vous devez avoir initié le travail autour de la modification de l'ancienne précaution R-gouttelettes. Pour que ce soit mentionné dans la fiche pédagogique, c'est que je pense qu'il y aura une attente particulière par rapport à la réponse à cet objectif pour les précautions complémentaires. Dans la diapo suivante, je vous ai mis en lien, puisqu'on parle de précautions complémentaires, un lien avec le critère impératif sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles qui doit être maîtrisée. C'est un critère impératif et dans ces situations sanitaires exceptionnelles, il peut y avoir des éléments en lien avec le risque infectieux. Je vais parler de la Covid tout à l'heure, donc on pense bien sûr au virus émergent respiratoire, mais ça peut être le cas d'une épidémie de VHRE, par exemple. Je vous ai mentionné un micro-organisme qui nous questionne actuellement et qui est source d'épidémie dans des hôpitaux du nord de la France, qui est Candidose imaoris, qui n'est plus une bactérie, mais donc un champignon. On a quelques cas de patients qui sont pris en charge de manière isolée dans certains de nos établissements de Nouvelle-Aquitaine. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cas secondaires, mais c'est typiquement un micro-organisme qui est à profil épidémique. Et il faut donc que les établissements s'assurent d'avoir les moyens matériels et humains pour pouvoir gérer la prise en charge de ce profil de patients
de gérer une épidémie éventuellement liée à ce profil de micro-organisme et de pouvoir s'assurer de la capacité à réaliser des dépistages, être sûr d'avoir un laboratoire qui soit en capacité d'analyser, certes des prélèvements de bactériologie, mais là en l'occurrence avec Candidasima auris, des prélèvements de mycologie aussi, donc pouvoir aussi voir comment on s'organise sur ces aspects-là. Et dans l'idéal, pouvoir aussi bénéficier d'outils informatiques, logiciels métiers qui soient aidants pour le suivi des patients porteurs ou des patients qui sont exposés. Je ne dis pas que ça solutionne tout, mais ça permet d'alléger la charge de travail des professionnels qui ont la charge d'identifier les contacts de ce profil de patients. On a actuellement des équipes où des professionnels sont accaparés à 100% de leur temps au suivi de patients, comme ça, exposés, et qui pendant ce temps-là ne sont pas dans les services à accompagner les équipes à la mise en œuvre des précautions. Donc, tout ce qui est logiciel métier devrait théoriquement pouvoir être associé, donc ça fait l'objet aussi d'investissements qui seraient nécessaires. À ma connaissance, il y a très peu de structures dans notre région qui sont équipées de ce type de logiciel. Je pense au CHU de Limoges notamment, qui en dispose, mais il est un des rares à en bénéficier. Alors, ça ne solutionne pas tout, mais ça aide quand même largement les équipes. Et donc, pour ce qui est des outils concernant ces précautions complémentaires, là aussi, je vous ai fait un lien dans la diapo suivante sur la documentation du site national préventioninfection.fr. Vous allez retrouver là encore tous les référentiels, les fiches pratiques relatives à chacun de ces micro-organismes. Et j'ai mis en exergue un outil smartphone qui s'appelle Bug Control, qui est un outil très pratique, où il vous suffit de rentrer un nom de micro-organisme, un nom de pathologie, et vous allez pouvoir avoir en face la nature des précautions qui sont à mettre en œuvre pour limiter la diffusion de ce micro-organisme. C'est un outil qu'on a élaboré et avec l'aide du CHU de Bordeaux, qui est mis à disposition avec le CHU de Bordeaux, qui est accessible gratuitement sur smartphone et qui peut être utilisable dans toutes les structures et qui peut répondre à nombreuses des questions qu'on a souvent, je suis souvent destinataire de ces pièces, de tel germe, quelles précautions je mets en œuvre, etc. Cet outil est aidant sur ce point-là. Voilà pour précautions standards, précautions complémentaires. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce thème-là, les précautions complémentaires. Voilà, quand tu évoquais les DASRI avec les nouvelles, entre la publication du référentiel et les nouvelles recommandations. Ça tombe bien, le local DASRI, il n'y a rien qui est changé. Ouais, donc ça ne pose pas de souci. Vous verrez que les nouvelles recommandations ne changent pas fondamentalement les choses. Ça laisse la porte à effectivement à un tri de ce que l'on pouvait mettre en DASRI à une époque en ordure ménagère pour certaines. Les masques respiratoires, oui. Évoque. Alors les appareils de protection respiratoire, là aussi vous pouvez rechercher dans la documentation sur préventioninfection.fr. On a élaboré en Nouvelle-Aquitaine un outil d'aide au marché ou à l'achat des masques, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient appareils de protection respiratoire. C'est un petit document qui fait 6-7 pages qui peut vous aider à rédiger le cahier des charges pour l'achat de ces dispositifs. Et au-delà de l'achat, tout à l'heure, il y a cette exigence de pouvoir faire tester ces dispositifs auprès des professionnels. Et en fait, les fiches pédagogiques qu'on évoquait sont actualisées en permanence avec les dernières recommandations. Donc, soyez vigilants. Ça ne figure pas forcément la mise à jour sur la première page de la fiche pédagogique. Vous avez tout intérêt à les télécharger à chaque fois que vous en avez besoin ou à les consulter en ligne parce qu'elles peuvent bouger, et donc notamment sur l'évolution des textes. Alors, je vois qu'il y a des notions de contradiction qui émergent des recommandations sur la gestion des DASRI. Je crois que le document est rédigé de telle manière qu'il y a quand même la porte ouverte pour que les établissements puissent avoir une réflexion, un raisonnement sur leur tri et leur laisser beaucoup de latitude sur les orientations et filières de tri des déchets. Pour autant, il faut pouvoir en apporter la preuve et montrer qu'il y a eu une réflexion autour de la définition de ce qui relève d'un risque et qui ne peut pas déroger à une prise en charge dans les déchets d'activité de soins à risque infectieux, de ce qui peut passer éventuellement en ordure ménagère. Donc il faut pouvoir faire la démonstration, à mon sens, de la réflexion qu'il y a eu sur le sujet. Par contre, les réflexions du type bloc opératoire tout en DAOM, comme je peux le voir dans certains établissements, dans les concepts Green Block, etc., attention, parce que ce n'est pas du tout le sens de ces recommandations. Je rappellerai que tout ce qui est déchets à risque d'écoulement de liquide biologique, quel qu'il soit, est systématiquement déchets d'activité de soins à risque infectieux. Donc ça aboutit à des hérésies dans certains blocs opératoires. On a pu constater plusieurs accidents d'exposition des professionnels dans ces secteurs-là
par défaut de tri et d'initiatives qui sont du coup peu réfléchies. Est-il possible de laisser des poches de dasserie dans les couloirs? Non, il y a bien sûr que non. des locaux intermédiaires. Il y a des locaux intermédiaires, voilà, ça va, qui sont sécurisés. Les poches vont être présentes le temps de l'élimination des déchets d'une chambre, par exemple, mais ensuite elles doivent être éliminées le plus rapidement possible vers le local de stockage intermédiaire. Et ça n'a pas évolué. C'est des notions qui sont extrêmement anciennes. Bon, puis vous êtes en boucle sur les bijoux. Les cadres peuvent-ils porter des bijoux? C'est non. Il y a le devoir de l'exemple. Les médecins, c'est pareil. Le bloc, c'est pareil. On ne sort pas du bloc. Et a fortiori le bloc. Voilà, avec... Bon, c'est des questions qui peuvent paraître étonnantes comme ça, hein, mais voilà, il n'y a pas à transiger sur ces sujets-là. Si on veut faire sens sur les mesures d'hygiène, on ne peut pas déroger à ces principes de base. A fortiori dans un secteur à atmosphère contrôlée comme un bloc opératoire où on fait tout pour avoir un environnement qui soit le plus sécure possible. La présence de bijoux ne va pas du tout avec cette notion de secteur protégé. Alors, nouveaux critères. Alors, ensuite, ce n'est pas un nouveau critère, c'est un critère standard sur les dispositifs invasifs. Donc, les dispositifs invasifs, on pense bien sûr à tout ce qui est cathéter. Alors, cathéter vasculaire, mais aussi cathéter urinaire ou cathéter respiratoire, pourquoi pas. Ça existait déjà. Donc, vigilance concernant effectivement l'asepsie lors des pauses et manipulation de ces dispositifs. Traçabilité de la pose et de l'entretien de ces dispositifs, ça veut dire aussi s'assurer qu'il y ait chaque jour une remise en question de l'intérêt du dispositif pour qu'il puisse être retiré éventuellement le plus précocement possible parce qu'on sait que ce sont des portes d'entrée potentielles aux micro-organismes. Donc avoir une trace là aussi de cette réflexion, avoir une trace informatisée de la surveillance de ces cathéters, et des surveillances des premiers signes d'infection, former les professionnels à détecter ces premiers signes d'infection et pourquoi pas former aussi les patients à détecter ces premiers signes d'infection. C'est ce qu'on entend par sensibilisation des patients. C'est un terme qui apparaît notamment dans la fiche pédagogique relative à ces critères. Donc il y a des attentes de formation aussi des patients qui peuvent être acteurs du soin sur ces aspects-là. On est encore confronté à des cathéters, il n'y a pas très longtemps, un signalement de cathéter qui était posé depuis plus de 25 jours chez un patient sans que personne ne s'en soit ému. Fort heureusement, ce patient n'a pas de complications infectieuses, mais voilà, un cathéter qui est présent plus de 4 jours, on sait qu'on a déjà un sur-risque, 7 jours, il ne doit plus être présent. Donc, il faut informer les patients et rappeler aux professionnels les attendus par rapport à ces dispositifs. Dispositif qui peut paraître banal, je pense au cathé veineux-périphérique, par exemple. Un patient sur 5 est confronté à un cathé veineux-périphérique. Le problème du banal, c'est que du coup, les mesures de prévention, des fois, elles sont elles aussi banalisées et on constate des poses de cathéter qui sont particulièrement à risque. Ça fera le lien vers le diapo tout à l'heure. Donc, il y a une attente autour de ces sujets sur les cathéters, sur la surveillance des risques liés à la présence de ces dispositifs, les enquêtes de surveillance, la formation, la sensibilisation des professionnels et l'évaluation des pratiques sur l'usage de ces dispositifs, leur pertinence et leur mode de pose et le retrait le plus précoce possible. Et l'information des patients. Donc, et l'information des patients. Donc, question sur comment sensibiliser les patients, déjà en les informant. Ben voilà, en les informant que les premiers signes, par exemple sur un cathéter veineux-périphérique, c'est une rougeur, c'est de la fièvre, c'est tout ce qui pourrait sortir de l'ordinaire et surtout les déculpabiliser à signaler ce type de choses, parce que c'est peut-être pas forcément un signe d'infection, mais c'est pouvoir précocement identifier un cathéter qui tourne mal, j'ai envie de dire, et prendre en compte surtout, dès lors où on les sensibilise, ces patients, on prendra mieux en compte leurs éventuelles doléances sur ces sujets, parce que le risque aussi, c'est que forcément un dispositif invasif, c'est un dispositif externe, c'est gênant pour le patient qui le porte. Il faut pouvoir détecter la gêne des premiers signes d'infection. Donc, sur la diapo suivante, vous avez l'ensemble des liens qui sont accessibles autour de ces dispositifs invasifs. La mission nationale qui s'en occupe à la fois sur la surveillance et les outils d'évaluation, c'est la mission SPIADI. Donc, je vous ai mis l'adresse du site. Vous avez aussi, là encore, sur le site préventioninfection.fr, l'ensemble des référentiels sur un cathéter implantable, cathé veineux, PIC, midline. Vous avez tous les référentiels et des fiches pratiques sur l'usage de ces dispositifs. Et je vous ai mis un lien sur notre site du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine parce qu'on a créé une page spécifique consacrée
aux bactériémies à point de départ voie veineuse périphérique. On a tout un tas de posters, d'informations à destination des patients, à destination des professionnels, des fiches pratiques. On a une vidéo qu'on a élaborée aussi sur la maîtrise de ce risque-là, et je vous engage à y jeter un œil parce que je pense que ça peut être extrêmement utile dans tous les secteurs de soins. Tous les secteurs de soins quasiment sont concernés par ces dispositifs. Voilà, sur les dispositifs invasifs non réutilisables à usage unique. Et c'est un critère standard qui était déjà existant lors des précédentes certifications. Le critère suivant concerne des dispositifs certes invasifs, mais réutilisables. Alors là aussi, j'ai mis un petit attention parce que c'est un nouveau critère standard. C'est-à-dire que est identifié dans ce critère l'utilisation, l'entretien des endoscopes notamment et des sondes d'échographie endocavitaire. Donc, les sondes d'échographie endocavitaire sont des sondes endovaginales, sont des sondes endorectales. Tous ces dispositifs qui sont désinfectés, donc ils ne sont pas stérilisés sous responsabilité pharmaceutique, ils sont désinfectés, donc sous responsabilité de la direction d'un établissement, des professionnels paramédicaux, puisque c'est sous responsabilité infirmière, sous responsabilité médicale, parce que le médecin est responsable de la qualité et de l'entretien du matériel qu'il utilise, et responsabilité aussi hygiène sur l'aspect pertinence du protocole. Donc le fait qu'il y ait des responsabilités qui soient partagées sur ces missions-là contribue forcément à ce que personne s'en occupe au bout du compte, peu de personnes, et avec des gags de prise en charge. Alors généralement, il n'y a pas trop de problématiques autour de la gestion de ces dispositifs au quotidien, aux heures ouvrables. Ce qui pose plus souci, c'est la gestion de ces dispositifs sur des périodes de garde, d'astreinte, de week-end, avec des professionnels qui sont moins rodés à la manipulation de ces dispositifs, qui peuvent être extrêmement complexes. Un endoscope, vous pouvez avoir 3, 4 canaux différents, avec des écouvillons différents par canal. Vous avez beau avoir le meilleur laveur désinfecteur, s'il n'y a pas d'écouvillonnage qui soit fait avant, et si vous n'êtes pas formé à la manipulation de ces dispositifs, un, on risque de mal le faire, deux, on risque de dégrader un matériel qui est extrêmement coûteux. Donc, il y a un devoir de sensibilisation, de formation, de mise à disposition de professionnels formés, dédiés, dans des locaux spécifiques, avec du matériel qui nécessite des investissements qui sont souvent relativement lourds et qui sont attendus dans ces secteurs-là. J'ai précisé aussi qu'il y avait une attente autour du carnet de vie de ces dispositifs. C'est-à-dire qu'on achète ces matériels, mais il faut qu'il y ait une maintenance qui soit aussi réalisée. Il y a parfois même des prélèvements microbiologiques qui sont réalisés sur ces matériels. Je pense aux endoscopes creux, notamment, pour lesquels il y a des contrôles microbiologiques. À notre niveau, CEPIAS, on n'a pas une semaine où on nous appelle pour l'interprétation de prélèvements microbiologiques qui sont non satisfaisants au niveau de ces dispositifs. Preuve de leur complexité de prise en charge et preuve que ce sont ces dispositifs qui sont susceptibles d'être source de transmission croisée entre patients. Donc des attentes de traçabilité, de formation concernant l'usage de ces dispositifs. Donc attention à ce nouveau critère standard, et je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas un regard aigu des experts dans le cas de traceurs ciblés sur ces sujets. Les sondes de ETO sont bien sûr concernés. Les sondes d'ETO font partie des sondes qui sont considérées comme sondes d'échographie endocavitaire. Donc réflexion autour de l'usage d'une gaine pour protéger ces dispositifs, leur mode de traitement, lingette ou pas, ou immersion si on n'a pas de gaine. On parle de sondes d'ETO, c'est les nasofibroscopes également. Je n'ai pas parlé des sondes d'échodermique, tout bêtement, mais, parce que là ce sont les dispositifs invasifs, mais faire beaucoup de visites et constater, voir sur le terrain la maintenance des échographes. On voit des sondes d'échographie externes dermiques qui sont parfois dans des états catastrophiques, des projections de sang ou de bétaline parfois sur les claviers des échographes. Donc, au-delà des échographies endocavitaires, pensez aussi à vos échographes classiques qui sont parfois là aussi source de portage et de contamination. Le carnet de vie, est-ce que tu as des précisions à donner sur son... Le carnet de vie, c'est quelque chose qui est assez ancien, c'est-à-dire que tout endoscope, de sa mise en circulation jusqu'à sa réforme, doit faire l'objet de documents de traçabilité qui peuvent être informatisés. On a des logiciels de GMAO qui permettent le suivi de ces dispositifs. On attend dans ces carnets de vie d'avoir une idée, un, de leur mise en circulation, deux, des maintenances réalisées, de la nature des maintenances réalisées, le suivi des contrôles microbiologiques réalisés sur ces dispositifs, ce qui fait la vie de ces matériels qui, forcément, à force d'usage, peuvent se dégrader. Et sur les habilitations des professionnels, sur les infections des endoscopes, elles concernent également les autres, les sondes endocavitaires? Alors, les habilitations, la notion d'habilitation émerge surtout dans l'instruction qui est spécifique à la gestion des endoscopes. Donc, très spécifique. C'est un peu plus nébuleux, j'ai envie de dire, sur les sondes d'échographie
endocavitaires. Alors, les sondes d'échographie endocavitaires sont beaucoup plus simples d'utilisation, puisqu'elles ne sont pas accompagnées de canaux, notamment. Donc, c'est vrai que la formation à l'utilisation, ou les matériels qui sont mis à disposition, vous avez des systèmes UV maintenant au peroxyde d'hydrogène qui sont utilisables, qui sont relativement simples. La formation peut se faire aussi par les prestataires qui fournissent ces matériels. En endoscopie aussi, il y a beaucoup d'attentes sur les fabricants d'endoscopes pour qu'ils accompagnent aussi les équipes à l'entretien et à la spécificité de leur dispositif. Donc, ce sont des formations qui ne sont pas forcément des formations qui sont externes auprès de sociétés spécifiques sur le traitement des endoscopes, c'est aussi le rôle des fournisseurs de matériel. Je vois grille de traceurs ciblés, je vais vous montrer tout à l'heure, on a tout un tas de vous êtes utile pour préparer effectivement des traceurs ciblés sur la gestion de ces dispositifs. On a des outils de visite de risque, notamment, je crois que c'est dans la diapositive suivante, qui sont utilisables aussi bien pour les sondes d'échographie, en l'occurrence endovaginale. Il y a un outil de visite de risque qui peut tout à fait être utilisé en interne, mais qui est assez récent, peut-être de 2024, qui peut être utilisé sur ce sujet. On a remis à jour il y a quelques années aussi l'outil de visite de risque pour l'endoscopie. Vous avez une somme de grilles d'évaluation, aussi bien par entretien des professionnels que par observation, sur la gestion des endoscopes qui sont tout à fait utilisables en interne pour faire ces évaluations. Et vous avez bien sûr toute une somme de documentation et de référentiels pour la gestion de ces dispositifs. Des fiches techniques toutes simples. Je vois en haut à droite, il y en a une sur les sondes endocavitaires, en l'occurrence, qui tient sur un recto verso, qui est tout à fait simple d'exploitation. Donc voilà, sur les dispositifs invasifs, je voulais en venir pour finir sur le critère qui a trait au secteur interventionnel ou au bloc opératoire, où là on a plusieurs attentes dans ces secteurs-là. Alors là aussi, attention, puisque d'un critère standard, on est passé sur un critère impératif. Donc là encore, on peut imaginer que le regard soit un petit peu plus aigu au bloc opératoire sur la mise en œuvre, notamment des mesures qui ont trait à la prévention du risque infectieux, dans le cadre d'observation, d'entretien, de traceurs ciblés, consultation de documents dans les blocs opératoires. Bien sûr, il y a tout ce qui a trait à la préparation du patient, toutes les consignes préopératoires des patients, notamment pour l'activité d'ambulatoire, vous le savez. Maintenant, il y a beaucoup d'étapes, notamment la douche préopératoire qui est déléguée au patient. On parlait tout à l'heure du patient, acteur de son soin, de sa formation à l'hygiène des mains, etc. Là, il y a une formation à l'usage des produits pour réaliser la douche au domicile, cheveux compris ou pas. Donc, un accompagnement qui est nécessaire de ces patients pour qu'ils arrivent en ambulatoire avec un état cutané qui soit le plus favorable possible pour que la préparation cutanée au bloc ensuite soit efficiente. Donc, il faut être sûr aussi que les professionnels des secteurs ambulatoires sont en capacité d'apprécier l'observance des patients de ces mesures, donc le tracé bien évidemment, mais s'en assurer peut-être aussi visuellement, au-delà de la question usuelle, est-ce que vous avez pris votre douche? Je pense que ça doit aller un petit peu plus loin que ça, pour s'assurer qu'ensuite, on soit en sécurité pour prendre en charge ces patients au bloc. Je vous ai dit tout à l'heure que les infections du site opératoire augmentaient au bloc opératoire. Il y a une part non négligeable des complications infectieuses, à mon sens, en chirurgie propre, qui peuvent être liées à des écueils qui soient liés à la préparation préopératoire des patients au regard des germes identifiés, qui sont souvent des germes cutanés dans ces complications, notamment en chirurgie orthopédique prothétique, notamment au niveau des membres inférieurs. Donc, préparation du patient, antisepsie cutanée, bien sûr, les bons antiseptiques, le respect des temps antiseptiques, tout ça, c'est l'aspect préparation du patient. Il y a un autre aspect qui est attendu au bloc opératoire, ça rejoint les questions tout à l'heure sur les bijoux, etc. Y compris au bloc opératoire, il y a des attentes sur la tenue, les comportements au bloc opératoire. On est en secteur protégé, je vous le rappelle, on prend tout un tas de dispositions pour que l'air, notamment au niveau des salles d'intervention, soit de la meilleure qualité possible pour limiter les complications infectieuses. Donc, on attend aussi un changement de tenue. On prend coiffe, tunique, pantalon, chaussures dédiées aussi à l'activité dans ces secteurs-là, de zéro bijoux, bien évidemment, dans la mesure où on est en secteur protégé. Donc, on sait qu'il y aura des attentes sur ces sujets-là. La gestion des dispositifs médicaux, elle est la même que celle qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, au bloc, on est soumis aux mêmes règles que dans des secteurs plus conventionnels, mais il faut s'assurer que le traitement soit correctement réalisé à toute heure d'utilisation des dispositifs en sécurité et pas de manière retardée, comme ça peut arriver de temps en temps. Et enfin, comme là encore, on est en zone atmosphère contrôlée, il y a une attente autour de la performance des salles d'intervention en termes de qualification et de traitement d'air. Ça aussi, c'est pas nouveau. Vous savez, vous avez des salles qui sont, notamment pour le secteur MCO, en ISO 7, ISO 5, pour lesquelles il y a des prélèvements à faire
d'aérobiocontamination, de comptage particulaire, de cinétique de décontamination qui sera renouvelé de manière périodique pour pouvoir s'assurer d'une efficacité maximum pour la protection des patients, des professionnels dans ces secteurs-là. L'entretien des locaux aussi, de ces salles d'intervention, qui est primordial dans le cadre des précautions standards dans ces secteurs-là. Il ne s'agit pas de s'affranchir, de réduire les temps alloués à l'entretien de ces surfaces, parce que ça fait partie de ce qui va limiter la transmission de patient à patient. Donc on continue. Là aussi, vous avez toute une somme d'outils qui sont utilisables. Alors là, c'est la mission nationale SpeakMe. Alors on le verra tout à l'heure sur la surveillance. Mais là, vous avez des outils qui ont trait aux vulnérabilités qui sont identifiées dans les secteurs opératoires. C'est là aussi une page qu'on a créée au niveau du site du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, donc pour la prévention des complications infectieuses au bloc. Et on a fait notamment une vidéo qui s'inspire des plusieurs dizaines de visites de risque qu'on a pu faire dans les blocs opératoires avec mes collègues, et pour lesquels on a essayé de synthétiser les vulnérabilités identifiées au cours de ces visites, et ça peut peut-être vous inspirer pour essayer d'identifier vos propres vulnérabilités dans ces secteurs. Donc c'est des outils qui sont tout à fait accessibles. Vous avez bien sûr aussi des outils accessibles sur le site prévention-infection.fr. Alors, toujours en lien avec les secteurs interventionnels, je vous ai repris quelques critères qui sont connexes, notamment l'antibioprophylaxie, alors qui est passé de critères impératifs à critères standards, le fait de maîtriser les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie. Pour autant, il y a un autre critère qui est très proche, qui concerne la pertinence des prescriptions d'antibiotiques qui doit être argumentée et réévaluée, qui peut s'assimiler aussi à l'antibioprophylaxie, qui est passé de critères standards à critères impératifs. Donc la vigilance autour de l'antibioprophylaxie, elle est toujours très attendue. Dans les diapos suivants, tout à l'heure, je vous montrerai, il y a un nouvel outil d'évaluation d'antibioprophylaxie qui a été validé conjointement avec nos collègues de l'ASFA. On a travaillé à ça il y a quelques semaines maintenant. L'outil est disponible depuis cette fin d'année. Il peut contribuer à une analyse fine de la qualité d'antibioprophylaxie. Le premier point, antibioprophylaxie. Le point suivant concerne tout ce qui est surveillance des infections du site opératoire. Là, je vais peut-être réinsister là-dessus. Il paraîtrait anormal, à mon sens, qu'un établissement qui fasse de la chirurgie ne surveille pas ces infections du site opératoire. Et là encore, il y a des outils qui existent depuis très longtemps sur le suivi de ces complications infectieuses. Au-delà du suivi des complications et des taux d'incidence qui sont générés par ces enquêtes, l'intérêt, c'est de pouvoir identifier aussi les épisodes qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui puissent faire l'objet d'une analyse approfondie des causes et qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle les événements indésirables. C'est pour ça que je vous ai mis en lien un critère impératif sur la culture de déclaration des événements indésirables et leur analyse, puisque typiquement, certaines infections du site opératoire mériteraient d'être analysées finement avec des outils reconnus aussi. Ce n'est pas une analyse sur un coin de table, hein, c'est une analyse avec des outils qui se basent sur des méthodes qui sont connues, hein, qui peuvent être Alarme ou Orion, on peut faire, mais qui doivent être absolument réalisées pour, là aussi, donner du sens à l'analyse de ces épisodes et aller vers des actions correctrices qui soient valides et fiables. Au-delà de ça, vous avez toujours les deux indicateurs, les deux USS de la HS qui existent sur les prothèses de genoux et les prothèses de hanche, qui sont toujours à renseigner dans ce contexte de surveillance. Donc, dans la diapo suivante, c'est là que je vous ai mis effectivement les outils accessibles, donc à la fois sur la surveillance. Donc, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, la mission SpeakMe au niveau national qui vous propose les outils de surveillance des infections du site opératoire et qui vous propose aussi les outils d'évaluation de la préparation cutanée, mais aussi de l'antibioprophylaxie, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez par ailleurs, sur le site du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, dans notre page prévention des ISO, que j'évoquais tout à l'heure, des outils de type retour d'expérience qui peuvent être intéressants à exploiter auprès des équipes pour montrer ce qui peut arriver dans d'autres structures, les vulnérabilités identifiées, et faire sens là aussi auprès des équipes pour améliorer ces pratiques. Et vous avez aussi, parlé d'analyse approfondie des causes tout à l'heure, un outil clé en main qui vous permet de faire une analyse approfondie des causes d'une infection du site opératoire. Donc, en termes d'outils, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Encore faut-il avoir le temps pour organiser ces analyses, pouvoir prendre le temps, j'ai envie de dire, de le faire et intégrer ces objectifs aux objectifs des équipes des secteurs de bloc opératoire. Surtout, ne pas
mettre les œillères, j'ai envie de dire, sur ce sujet-là et taire ces complications qui sont normales d'une certaine manière. Hein. Il y a toujours beaucoup de culpabilité qui émerge de la survenue de ces épisodes. Justement, c'est la culture de sécurité qui va contribuer à comprendre que voilà, ça arrive, on peut probablement s'améliorer et l'objectif, c'est que ça se reproduise le moins possible, voire pas. Sur les ISO ortho, les étés, c'est un indicateur à l'IQSS que chaque établissement peut s'approprier. Là, le sens de la question, des nouveaux ISO ou... Non, il n'y a pas de nouveauté. Après, la surveillance, telle qu'elle est proposée par SMIC-UMI, est beaucoup plus large que les seuls critères de l'orthopédie, PTH, PTG. Donc, on peut sortir. Alors là, on a ciblé spécifiquement ces chirurgies-là parce que ce sont à la fois les plus nombreuses, puis peut-être les plus faciles à suivre. Mais fondamentalement, ça ne se réduit pas à cette surveillance-là. Et la surveillance PICMI permet d'avoir des résultats pour tout type de chirurgie. En l'occurrence, ce n'est pas seulement cet indicateur. Donc, il y a un objectif de cet indicateur parce que c'est un indicateur HS. J'ai envie de dire l'objectif doit être plus large que celui-là. Dernier point qui a trait au secteur interventionnel, je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'imagine qu'il y a peut-être probablement eu aussi peut-être un webinaire sur ce sujet-là, mais la checklist, ce n'est pas nouveau. C'est un critère impératif toujours, avec notamment dans ce critère impératif des éléments qui ont trait à la préparation cutanée et l'antibioprophylaxie, forcément. En lien avec la prévention du risque infectieux. L'enjeu, à mon sens, sur ce dossier-là, c'est de savoir de quelle manière est remplie cette checklist et la fiabilité de remplissage de cette checklist et le sens qu'on lui donne là aussi. 100% de checklist remplie, et pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Le plus important à l'échelon d'un établissement, c'est de savoir combien on a eu de no-go dans l'année grâce à cette checklist qui nous a permis peut-être d'éviter un épisode dramatique dans un contexte de prise en charge de l'eau. Voilà, donc en synthèse sur ces critères et ces indicateurs, sans faire trop d'alarmisme, mais malgré tout, je pense qu'on est dans un contexte qui est relativement inquiétant. Juste vous rappeler, vous avez 2 publications récentes, une de l'OMS, une qui a été publiée récemment dans Lancet, qui fait de la diffusion notamment des bactéries multirésistantes un enjeu, pas seulement hospitalier, hein, c'est un enjeu sociétal hein, au sens large. Donc, ça va être une des premières causes, voire la première cause de mortalité d'ici à 2050. Population générale, hein, au-delà des pathologies cardiovasculaires. Donc, il faut avoir conscience de ce risque-là. Bien sûr, l'hôpital concentre ces risques. Donc, il est pertinent d'être vigilant sur l'application des mesures. On a tout, j'ai envie de dire, en termes de référentiels, de recommandations, qu'elles soient nationales ou régionales, pour aller vers des organisations qui soient structurées sur ces sujets, qui soient promotrices de la prévention du risque infectieux et de la maîtrise de l'antibiorésistance. L'attente, c'est de savoir effectivement si cette structuration institutionnelle est présente et conforme aux référentiels. Alors bien sûr, je sais que ce n'est pas le rôle des experts d'aller voir un petit peu ces ratios. Malgré tout, c'est un facteur explicatif d'écarts potentiels identifiés au cours de ces visites. Donc à mon sens, on ne peut pas l'occulter complètement. Donner du sens à l'application des mesures, comprendre, maîtriser sur le terrain les fondamentaux de la prévention du risque infectieux, ça c'est primordial. Ça concerne bien sûr les unités de prévention du risque infectieux ou équipes opérationnelles d'hygiène, mais ça concerne aussi tous les managers de l'établissement. C'est les cadres de santé, ce sont les chefs de services médicaux aussi. Tout le monde doit s'emparer de ce sujet-là, puisque ça fait partie de la base de la prise en charge et de la sécurisation de nos patients. Aller vers un développement du signalement des épisodes infectieux, au moins en interne, et pouvoir organiser l'analyse de certains de ces épisodes, c'est très instructif. Ça permet de déculpabiliser aussi les choses auprès des professionnels et d'apporter des solutions parfois toutes simples, assez problématiques. L'objectif, bien sûr, c'est de conforter les points forts, parce que points forts, là, je suis peut-être sur un mode négatif, mais il y a beaucoup de choses qui sont bien faites dans nos établissements. Mais ne pas occulter non plus les vulnérabilités. Donc, il faut vraiment avoir conscience des points qui peuvent être améliorés dans nos structures. Le point d'interrogation final que j'aurais à titre de praticien d'une structure d'appui régionale, c'est est-ce que le positionnement de la HAS et la posture des experts sera la même lors de ces visites de certification en cours et à venir. Et on espère, bien évidemment, que ces certifications soient l'opportunité justement de mettre en exergue ces points forts, mais mettre en exergue aussi les vulnérabilités et orienter les établissements
vers une meilleure prise en charge de nos patients. On regarde des enjeux qui sont les nôtres sur ce sujet. Au-delà de l'obésité, de la certification, c'est un risque majeur. Bien sûr. Tu l'as évoqué, c'est une problématique constante auprès des équipes. Alors, en termes d'annonce, la HAS est très impliquée sur ce sujet-là. Je vous ai mis dans la diapo suivante, il y a des documents d'information à destination des établissements. On voit bien que, aussi bien sur la PRI que sur l'antibiorésistance, voilà, il y a une vraie velléité à en faire un sujet fort dans le cadre de la certification. Et juste une dernière diapo, je me permets de faire un peu de publicité pour notre journée régionale qui a lieu la semaine prochaine, donc à Xavier Arnozan, qui est accessible aussi en distanciel. C'est une journée gratuite, vous pouvez vous inscrire. On aura 2 retours d'expérience d'établissements qui ont vécu l'assertif au mois de novembre. Là. 2 établissements MCO, 2 cliniques de la région, qui nous feront un bref retour de leur vécu de cette certification lors de cette journée, donc en tout début d'après-midi. Vous pouvez bien sûr vous connecter pour écouter nos collègues et percevoir un petit peu leur vision de cette certification et préciser peut-être l'attente des experts dans ce contexte-là, puisqu'on en est aux premiers établissements évalués depuis quelques mois. Merci beaucoup, Christophe, pour cette analyse des différents critères, montrant que tout le monde est concerné, que ce soit de la direction, tous les corps professionnels, même si vous n'avez pas un acte direct auprès du patient, mais vous êtes dans son environnement, et le patient lui-même, comme tu l'as rappelé. Il faut qu'il y ait une bonne appropriation du regard du patient par les professionnels. On l'a bien vu que l'indicateur lavage des mains, l'hygiène des mains, pardon, est parfois très mal perçu par les professionnels. C'est des choses qui existent depuis très longtemps dans d'autres pays, au Canada, où effectivement le patient est partenaire de la mise en œuvre des bonnes pratiques. Là, on parle d'hygiène des mains. Bon, je pense qu'on a répondu aux questions au fil de l'eau. On a encore peut-être quelques minutes. Si vous pouvez nous rappeler les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu, n'hésitez pas à nous les remettre là dans le chat quelques minutes. Sur la formation, la dernière qui vient d'arriver. La formation de 10, c'était sur les dispositifs invasifs, j'imagine. Alors, il y a plein de modes de formation possibles pour ce qui est du cathétérisme. Vous avez beaucoup de possibilités en simulation en santé, notamment sur mannequin, pour pouvoir évaluer les modalités de pose des dispositifs, notamment. C'est des prestations que nous, on assure en tant que CEPIAS quand on le peut, dans la limite de nos capacités, puisqu'on est une toute petite équipe. Mais ça peut se faire conjointement avec un IFSI, par exemple, pour les établissements qui sont proches d'instituts de formation. C'est des choses qui peuvent se faire. Après, vous avez bien sûr des e-learning, vous avez... là aussi, il ne faut pas hésiter à solliciter les laboratoires qui vous fournissent les antiseptiques pour les formations. Vous avez le laboratoire, je ne sais pas s'il faut nommer les laboratoires, mais il y en a certains qui sont fournisseurs de cathéters, qui font des formations associées à la manipulation de ces dispositifs, que ce soit des cathéters veineux, que ce soit des MID, que ce soit des PIC. Vous pouvez avoir des formations aussi par les VAMO. Alors, je vois que le site préventioninfection.fr, c'est peut-être un blocage temporaire, mais c'est un site qui est tout à fait accessible. Alors, regardez bien si vous avez bien fait de faute d'orthographe, mais j'y étais ce matin, il fonctionnait. Peut-être qu'effectivement, il y a peut-être un problème sur le moment. Sur les dates de péremption, je ne sais pas. Alors, les dates de péremption, alors, ça m'effraie toujours les dates de péremption des produits hydroalcooliques parce que à 3 ml la friction, même quand vous avez un flacon de 350 ml, ça vous fait en gros 120 frictions. Dans un service de médecine, quand on sait que pour un patient, il faut 10 frictions par patient et par jour, en gros, aussi je vulgarise, ça veut dire qu'en moins de 15 jours, votre flacon est vide. Donc, on ne devrait pas avoir à se poser la question du délai de péremption des produits hydroalcooliques, à moins qu'on en ait mis un peu trop partout et n'importe où. En soi, normalement, on ne devrait pas trop se poser cette question. Malgré tout, un flacon de produit hydroalcoolique, il y a une péremption à 3 mois ou moins. Pour ce qui est des poches airless dans les distributeurs qui sont au niveau des chambres, par exemple, comme il n'y a pas d'air qui rentre dans la poche, on a généralement des péremptions au-delà d'1 an. Et là encore, si votre poche n'est pas vide à 1 an, c'est qu'il y a un souci par rapport à l'usage de ces.
question qui apparemment attend une réponse. Donc, les nouvelles précautions Ouais. respiratoires pour la Covid, précautions respiratoires associées aux précautions standards ou précautions respiratoires aux précautions contact et précautions standards. On est surtout sur précautions standards et précautions respiratoires. Alors, contact, particularité de la Covid, effectivement, c'est qu'on sait que le contact avec la muqueuse oculaire peut contribuer effectivement à une diffusion de ce virus. Et j'ai envie de dire, les gestes qui sont à risque d'aérosolisation ont aussi un risque que le patient vous éternue à la figure. Il y a aussi un dispositif, un équipement de protection individuelle qui est indispensable dans le contexte des précautions standards. Je vous rappelle, vous protéger par rapport à des liquides biologiques, c'est de porter des lunettes de protection pour ces soins-là. Donc en soi, à mon sens, c'est précautions respiratoires et précautions standards. Charlotte sur chaussures, toujours, bien sûr. C'est pour les... oui, c'est pour la Covid, toujours. Bien sûr, sur chaussures, il faut arrêter avec les surchaussures. Hein, les infections ne se transmettent pas via le sol. Donc, aucun intérêt aux surchaussures. Ça, c'est des choses qui ont émergé pendant la Covid et qui étaient absolument hallucinantes. La Charlotte n'a aucun lieu d'être aussi dans ce contexte-là. Donc, ça ne fait pas partie des dispositifs attendus pour la prévention de la Covid. C'est le prolongateur. Alors là, il y a des questions un peu techniques, justement, sur les cathéters veineux-périphériques. Ben, c'est toujours l'objet des formations. Hein. Il est fait référence au laboratoire BD hein, sur les données de maintien. Bien sûr que les cathéters, on est sur des durées potentielles de 7 jours. Mais si on n'a plus besoin au bout de 4 jours, il faut enlever ces cathéters. C'est surtout ça. Le problème, c'est qu'il y a des raccourcis qui sont faits dans les soins où on se dit, voilà, c'est jusqu'à 7 jours, donc je laisse 7 jours. Non, tous les jours, vous me poser la question, la légitimité de ce cathéter. Si effectivement on en a besoin 7 jours, bien, il y aura une surveillance qui sera faite quotidiennement. On va pouvoir le maintenir 7 jours, voire plus dans certains cas, quand tout se passe bien, quand on sait qu'on a un capital veineux qui est limité. Mais ça renvoie à la capacité de surveillance des soignants de l'évolution de ce dispositif, sa bonne évolution surtout. Ce n'est pas forcément lié aux valves, aux prolongateurs, etc. On répète, la psychiatrie fait partie des services de soins. Voilà. Il n'y a pas de particularité. Hein. Pour la journée du 4 décembre, je vois, non, ce n'est pas le même lien. Hein. Vous allez vous inscrire sur le site du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. À la journée, vous aurez un lien spécifique. Ce n'est pas organisé avec le CK, en l'occurrence. Oui, non. C'est vraiment une manifestation CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Oui. Vous allez sur le site du CEPIAS. Bien sûr, il y a le rinçage pulsé, je vois. Il y a tout un tas de mesures à mettre en œuvre dans les précautions sur les dispositifs invasifs veineux centraux hein, qui sont à mettre en œuvre. Je n'ai pas le temps de les détailler aujourd'hui, hein, ce n'est pas l'objet. Mais au-delà, effectivement, des valves, il y a aussi effectivement quelques pratiques autour du rinçage pulsé qui, on le sait depuis quelques années, est un élément favorable à la maîtrise du risque infectieux sur dispositifs actifs. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un grand merci, Christophe. Donc, prochain rendez-vous, le 4 décembre, hein, pour la journée de l'après-midi. L'après-midi. C'est matin, après-midi. Après, les IGN, généralement, ils participent toute la journée. Après, je comprendrais que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de responsables qualité qui sont inscrits. Vous pouvez vous connecter simplement pour la session d'après-midi et le début d'après-midi. Ça ne pose pas de souci. Je vous dis, c'est gratuit. Voilà, vous pouvez vous connecter le temps de cette session-là. Il n'y a aucun souci. Au contraire. Voilà. Allez vous inscrire, vous récupérez donc le lien sur le site du CEPIA, consultez le site du CEPIA avec tous les outils, vous avez vu, qui vous sont proposés et vous verrez que le traceur ciblé de l'HAS sur le risque infectieux est très minime dans les questions posées par rapport à la richesse des outils que nous propose le CEPIAS. Merci. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.